Bonjour à toutes et à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une bonne nouvelle, puisque aujourd'hui nous allons parler de justice des mineurs. Alors, quand on parle de justice des mineurs, souvent on a en tête la justice pénale, mais en réalité, derrière la justice des mineurs, il y a également d'autres aspects, d'autres définitions. Et nous allons nous concentrer aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'enfance en danger. Et donc, l'enfance en danger, c'est aussi ce qu'on appelle l'assistance éducative telle que réglée par les articles 375 et suivants du Code civil. Mais avant d'aller plus loin et de vous parler de ce qui a fait l'actualité, à savoir l'imprescriptibilité des crimes commis sur des mineurs de moins de 15 ans, mais également la perpétuité, tout ce que vous avez un petit peu entendu récemment sur cette justice des mineurs, il faut qu'on s'arrête sur quelques définitions. Alors, qu'est-ce que c'est l'assistance éducative ? Alors, au terme de l'article 375 du Code civil, des mesures peuvent être ordonnées si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement sont gravement compromises. On parle alors, et c'est l'expression qui le consacre ainsi, de mineurs en danger ou en risque de l'être. Ainsi, des mesures d'assistance éducative vont être prononcées par le juge des enfants en application de cet article 375 du Code civil lorsque l'on estime que l'enfant est en danger ou en risque de l'être. C'est d'ailleurs aussi le juge des enfants qui va fixer la durée et la date d'expiration de ces mesures. Alors, lorsque l'on parle de mesures d'assistance éducative, en réalité, de quoi parle-t-on ? Il y a d'un côté ce que l'on appelle les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert, AEMO. Elles consistent pour un travailleur social, un éducateur spécialisé ou un assistant social à aider et à conseiller les familles dans leur rôle éducatif afin de supprimer les causes de danger par une action qui est donc éducative et qui se fait directement au domicile de l'enfant. Et puis il y a l'autre versant, et l'autre versant, c'est bien évidemment les mesures dont vous entendez le plus parler, ce sont les mesures de placement. Et lorsque le retour de l'enfant dans son milieu naturel, c'est comme ça qu'on exprime cette idée, n'est pas envisageable, lorsque les parents ne peuvent pas reprendre l'enfant, ne souhaitent pas être accompagnés, remobilisés, d'autres mesures doivent être mises en place qui vont, elles, sortir de l'assistance éducative, du champ de l'assistance éducative. Elles ne seront donc plus prononcées par le juge des enfants, mais par le juge aux affaires familiales. Et donc, qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être la délégation ou la suspension d'exercice de l'autorité parentale, le retrait, tout bonnement, de l'autorité parentale. Alors, c'est des mesures qui sont extrêmement peu prononcées, qui sont extrêmement rares. Mais ça peut être aussi la procédure de délaissement parental, qui est une procédure un petit peu particulière. Alors, en réalité, aujourd'hui, ça fait en réalité plusieurs années, ce système est souvent critiqué pour son réflexe de placement, dont la mise en œuvre est administrée, comme vous le savez certainement, par le service départemental d'aide sociale à l'enfance, ASE, pour ceux qui en ont entendu parler, avec toutes les critiques qui sont portées à l'encontre de ce système. En théorie, d'ailleurs, alors il est bon de savoir, il faut le garder dans un coin de sa tête, que depuis 2016, le système dispose d'une loi, c'est une loi du 14 mars 2016, loi relative à la protection de l'enfant. Cette loi prévoit que la fixation d'une durée de placement doit être graduée en fonction de l'âge de l'enfant confié. Au-delà de cette durée, le service départemental de l'ASE, normalement, est censé réexaminer l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que la mesure de placement
au titre toujours de l'assistance éducative. Et on a aujourd'hui le Code de l'action sociale et des familles, dans un article du Code, qui nous dit que normalement, tous les 2 ans, le service départemental de l'aide sociale à l'enfance doit donc réexaminer l'opportunité de mettre en œuvre d'autres mesures que les mesures de placement. Pourquoi ? Parce que une mesure de placement, normalement, elle est censée être extraordinaire et elle est censée être prononcée lorsque, effectivement, il n'y a pas d'autres mesures possibles envisageables pour la réduction du risque de danger que peut traverser l'enfant. Donc, voilà un petit peu pour le cadre légal. Il est très important que vous compreniez donc cette espèce de dichotomie entre, d'un côté, donc, ces mesures d'assistance éducative qui sont prononcées par le juge des enfants, et de l'autre, donc, des mesures qui sont des mesures judiciaires un petit peu plus graves, entre guillemets, qui vont être prononcées par le juge aux affaires familiales. Donc, il est absolument essentiel de comprendre ce système avant d'aller plus loin. Alors, pourquoi vous parlez de ce sujet aujourd'hui ? Eh bien, parce que le système est en crise. Et que le constat, pour une fois, c'est un constat qui est partagé par absolument tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas un constat qui est politique, c'est un constat qui est transpartisan et qui en réalité est dénoncé par l'ensemble des acteurs de l'enfance et de la petite enfance depuis plusieurs années. Le 1er avril 2025, la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance a adopté à l'unanimité un rapport au vitriol. Ce rapport décrit un système à bout de souffle, un État qualifié de premier parent défaillant. Et il va formuler 92 recommandations. Les chiffres tirés des communiqués officiels du gouvernement lui-même, de novembre 2025, disent la même urgence. Près de 380 000 enfants relèvent de la protection de l'enfance. Et pour ces enfants, l'espérance de vie serait inférieure de 20 ans à celle de la population générale. Rendez-vous bien compte de ces chiffres-là. Seuls 12% obtiennent le baccalauréat. Aujourd'hui, on parle de statistiques où une population d'enfants normale, entre guillemets, je déteste cet adjectif, on parle de taux de réussite à plus de 90%. Donc là, on parle de 12% qui obtiennent le baccalauréat. Un enfant sur 2 hospitalisé en psychiatrie, ou a été suivi par un service psychiatrique, placé donc à l'aide sociale à l'enfance. En 20 ans, les mesures de protection ont augmenté de 50%. Donc on voit bien que, en réalité, il y a de plus en plus de mesures de protection qui sont prononcées par ce système-là. Un autre constat alarmant, qui est largement partagé par un avocat que j'admire personnellement, qui est maître Michel Hammas, pour ceux qui le connaissent, qui est un avocat qui est dédié à la protection de l'enfance depuis plusieurs années. Selon maître Hammas, 20 000 enfants se prostituent aujourd'hui à partir des foyers de l'aide sociale à l'enfance, alors qu'ils étaient seulement 10 000, non, c'est terrible d'utiliser ce qualificatif, ils étaient 10 000 en 2024. Donc vous voyez que, petit à petit, on a basculé dans un système de non-droit total où les droits fondamentaux des enfants sont absolument bafoués à tous les égards. Donc sur cette toile de fond qui est absolument critique, que je dénonce personnellement depuis plusieurs années, l'actualité législative de l'été 2026 est particulièrement dense. Pour les causes de cette vidéo, je vous demanderai donc de faire une distinction qui est une distinction importante entre une loi qui a déjà été promulguée, celle qui a vocation donc à s'appliquer, et qui donne, on va le voir, droit à chaque enfant à un avocat en assistance éducative. Donc ça, on va en reparler. Et puis deuxièmement, le projet de loi de refondation de la protection de l'enfance que l'Assemblée nationale vient précisément d'adopter en première lecture ce 21 juillet 2026. Alors, adopté très largement, 378 voix pour,
7 voix contre et 173 abstentions pour être particulièrement précise. Donc faites bien la différence entre un texte qui est déjà promulgué et un projet de loi qui ne l'est pas encore. Il faut faire la différence. Alors premier point, c'est l'avocat systématique de l'enfant. Alors que se passe-t-il ? Jusqu'ici, en assistance éducative, l'enfant n'avait pas systématiquement droit à un avocat. Dans sa version en vigueur, l'article 375-1 du Code civil prévoit que le juge des enfants va demander la désignation d'un avocat pour l'enfant qui est capable de discernement et seulement, je cite, lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige. Pour l'enfant qui n'est pas capable de discernement, il demandait la désignation de ce qu'on appelle un administrateur ad hoc, donc quelqu'un qui va venir en représentation des droits de l'enfant. Et donc, en réalité, c'était un droit qui était conditionné et qui était à géométrie variable. Alors, que change la loi du 13 juillet 2026 ? Je vous mets la référence à l'écran. Cette loi réécrit totalement l'article 375-1 du Code civil et le principe devient absolument limpide. En matière d'assistance éducative, le mineur sans condition de discernement est assisté d'un avocat, c'est ce que dit désormais l'article. L'avocat est donc désigné dès l'ouverture de la procédure à la demande du juge auprès du bâtonnier et la désignation d'un administrateur ad hoc devient, quant à elle, facultative. On passe donc d'un droit qui était un droit conditionné à un droit systématique et inconditionnel, quel que soit l'âge de l'enfant et quelle que soit la mesure dont il est question à partir du moment où l'enfant fait l'objet d'une procédure d'assistance éducative, plus largement d'une mesure de protection. Je vous mets la réponse. Alors pourquoi est-ce que cette mesure est aussi importante ? Eh bien déjà, tout simplement parce que la personne qui est concernée au premier chef, bien évidemment, c'est l'enfant. C'est son lieu de vie, c'est son quotidien, ce sont ses liens dont il est question. Et pourtant, jusqu'à présent, l'enfant était à peu près la seule personne qui ne pouvait pas être défendue. Ses parents peuvent être assistés d'un avocat, les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance disposent de leurs propres services juridiques. Or, les intérêts de l'enfant ne doivent pas se confondre ni avec ceux de ses parents, puisqu'ils peuvent être à l'origine même du danger, ni avec ceux du service auquel il est confié. Et puis ensuite, il y a une raison qui est une raison très concrète, qui est en fait une raison même de terrain, c'est l'accès de l'enfant à son propre dossier individuel parce que cet accès passe par l'avocat. Au terme de l'article 1187 du Code de procédure civile, l'avocat du mineur peut consulter le dossier au greffe dès l'avis d'ouverture de la procédure et s'en faire délivrer copie. Enfin, parce que l'avocat va rendre effectifs les droits procéduraux de l'enfant, être entendu, interjeter appel, c'est-à-dire faire appel d'une décision, solliciter la modification ou la mainlevée d'une mesure, veiller au respect des délais, au changement du lieu d'accueil. Tout simplement, c'est la traduction concrète de l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui, jusqu'à présent, n'était pas garantie en France. Alors, restons malgré tout réalistes. L'entrée en vigueur de cette loi, l'application de cette loi ne débutera pas avant le 6 janvier 2027. Donc sur le terrain, jusqu'à cette date, rien ne change. Et puis il va y avoir aussi une question de moyens, puisque généraliser l'avocat suppose aussi un vivier d'avocats formés, une aide juridictionnelle à la hauteur, et ça c'est un point soulevé dans les débats budgétaires pour 2026. Donc ça c'était le premier point. Deuxième point, qui est un point important, on va basculer ici dans le projet de loi. Donc ce n'est pas encore acté, c'est encore à l'état de projet. C'est le projet de loi relatif à la protection des enfants qui avait été déposé le 27 mai 2026, qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, je vous l'ai dit, le 21 juillet 2026. On va notamment parler des mesures de placement et de l'accueil de l'enfant. Alors, avant d'aller plus loin, pareil, une petite définition qui est une définition
que je crois importante, c'est la définition de ce qu'on appelle le tiers digne de confiance ou le tiers de confiance lorsque l'on parle d'assistance éducative. Alors le tiers de confiance, qui est-il? Eh bien c'est une personne, souvent un proche, un membre de la famille élargie, ça peut être un voisin même de confiance à laquelle le juge des enfants peut confier directement l'enfant plutôt que de le placer dans le service départemental de l'aide sociale à l'enfance et donc, pour parler plus vulgairement, dans un foyer. Et donc, eh bien, ce tiers de confiance, il existe déjà, c'est déjà prévu par la loi et notamment l'article 375-3 du code civil. Alors, que dit le droit jusqu'à présent? Eh bien, cet article 375-3 hiérarchise déjà les solutions. Normalement, avant de confier l'enfant à l'aide sociale à l'enfance ou à un établissement qui sera géré par une association agréée, eh bien, le juge doit, je cite, évaluer un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance. Mais cette priorité connaît une exception de taille, elle joue sauf urgence. Or, en pratique, beaucoup de placements se décident précisément dans l'urgence, ou en tout cas sont considérés se jouer dans l'urgence. Alors, que changerait le projet de loi? Eh bien, dans le texte issu, tel qu'il est connu aujourd'hui, l'article 3 impose au juge d'évaluer l'opportunité de confier l'enfant à un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance, préalablement à toute autre décision de placement, même en cas de placement d'urgence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on efface cette espèce d'exception d'urgence, elle est neutralisée, et le texte prévoit ainsi un accompagnement effectif de ces accueillants, le versement dans un délai qui est encadré d'une indemnité d'entretien, donc pour le placement de l'enfant. Et donc, c'est un changement de paradigme. D'abord, chercher à maintenir l'enfant dans un environnement familial, un environnement affectif stable, avant d'envisager une mesure de placement institutionnel dans un foyer ou dans tout autre établissement géré par une association agréée. Donc là, c'est le point numéro 2. Et personnellement, j'y suis extrêmement favorable puisque le placement de l'enfant dans le foyer n'est pas toujours la solution, voire souvent n'est pas une bonne solution. C'est largement souligné par Maître Hamas avec tous les problèmes de prostitution que l'on peut connaître chez les jeunes mineurs aujourd'hui dans ces foyers-là. Point numéro 3. Qui est également un point en projet, toujours dans le même projet de loi. Alors, on était dans l'article 3, on passe dans l'article 6. L'article 6 va créer un nouvel instrument qui est intitulé « Ordonnance de sûreté de l'enfant ». Et il a été un petit peu réécrit après en commission. Alors, pareil, un point de définition pour être précis. Qu'est-ce que l'ordonnance de protection de l'enfant? Eh bien, c'est une décision de protection qui est prise en urgence par le juge aux affaires familiales sur le modèle de l'ordonnance de protection qui existe déjà pour les victimes de violences conjugales. Elle permet, en cas de suspicion d'inceste, de maltraitance notamment, de prononcer rapidement des mesures protectrices telles que l'interdiction de rentrer en contact, l'interdiction de paraître, de présenter la personne et en l'occurrence l'enfant pour le mettre à l'abri sans attendre donc l'issue d'une procédure quelconque. Alors d'où vient cette idée? Eh bien ce dispositif en réalité reprend l'idée, une recommandation qui avait été exprimée par la Ciivise. Donc la Ciivise, pour ceux qui s'en souviennent, eh bien c'était la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Alors moi je regrette qu'on n'ait pas donné plus de moyens à cette commission qui faisait un travail assez formidable. Et le calendrier récent l'a précipité, vous l'avez certainement vu passer.
la mort de la jeune Liana notamment, mais il y a eu plein d'autres affaires absolument terribles. Et donc, au cours de l'examen dans l'hémicycle, eh bien, les députés ont voté en faveur de la création de cette ordonnance de protection de l'enfant, qui va donc ouvrir, lorsque le juge convoque l'enfant, à la fois son assistance par un avocat, mais également donc la possibilité de prononcer des mesures de protection de l'enfant pour éviter qu'il soit présenté aux parents qui seraient soupçonnés de commettre un certain nombre de délits et de crimes tels que l'inceste, la maltraitance physique et ou psychologique. Point numéro 5, et c'est notre dernier point, la perpétuité pour les viols sériels sur mineurs. On bascule donc vers l'article 11 du projet de loi, on est toujours sur le même projet de loi, qui a donc pour objectif d'instaurer la réclusion criminelle à perpétuité pour les viols sériels commis sur des mineurs de 15 ans. Alors, que dit le droit aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, il y a une échelle des peines qui est prévue par le code pénal. Le viol de droit commun est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Alors, je rappellerai toujours qu'en matière pénale, c'est une opportunité de punir un 15 ans, ce qui veut dire que, le juge ou les jurés ont tout à fait la possibilité de condamner à moins. C'est un maximum en réalité. Je l'exprime en des termes vulgaires pour que ce soit bien compris par tout le monde. Quant à lui, le viol commis par un majeur sur un mineur de 15 ans, donc encore, ainsi que le viol incestueux, sont punis de 20 ans de réclusion criminelle. Le viol ayant entraîné la mort de la victime est quant à lui puni de 30 ans. Et enfin, la perpétuité existe, mais aujourd'hui, elle n'est encourue que lorsque le viol est précédé, accompagné ou suivi de torture ou d'actes de barbarie. C'est l'article 222-26 du Code pénal qui nous le dit aujourd'hui. Et puis, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'en droit français, les peines ne se cumulent pas. Donc, ce qui veut dire que en cas de concours d'infraction, eh bien aujourd'hui, le code pénal est très clair. On ne peut pas prononcer plusieurs peines de même nature et donc on enferme le tout dans une peine unique, dans la limite du maximum légal le plus élevé. Autrement dit, l'auteur de dizaines de viols sur des mineurs de 15 ans n'encourt pas davantage que les 20 ans de réclusion criminelle que je viens de vous citer plus tôt. Et c'est un petit peu ce principe qui est en réalité un principe un petit peu immuable dans la justice française et européenne, puisqu'en fait on n'est pas du tout sur un système américain qui lui laisse la possibilité du cumul des peines. C'est un peu ce système-là auquel ce projet de loi s'attaque finalement, en tout cas l'idée qui est derrière ce principe. Et donc, que prévoit l'article 11 du projet? Eh bien, il réécrit l'échelle des peines pour porter à la réclusion criminelle à perpétuité le viol commis sur un mineur lorsqu'il, je cite, est précédé, accompagné ou suivi de torture ou d'actes de barbarie, donc ça, on l'a déjà vu, et lorsqu'il est commis sur un mineur de moins de 15 ans, en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes. Ainsi, la sérialité devient pour la première fois en cette matière une circonstance qui élève à elle seule la peine encourue à la perpétuité. Donc c'est une dérogation frontale à la logique que je viens de vous énoncer. Et en réalité, il y a eu tout un feuilleton procédural sur le vote de cet article. Alors je vous évite de rentrer dans les méandres de ce feuilleton procédural. Alors aujourd'hui, restons réalistes par rapport à cela. Le Sénat peut tout rouvrir parce qu'aujourd'hui on est donc face à une adoption en première lecture. Le texte va donc être transmis au Sénat qui peut réécrire ou supprimer l'article 11. Voilà. Le débat de fond n'est pas clos. Pour le gouvernement, les magistrats doivent pouvoir prononcer la perpétuité en cas de viol sériel sur des enfants. Pour les opposants, dont la co-rapporteure
La mesure relèverait d'une surenchère pénale. Beaucoup ont contesté le fait qu'en réalité, on n'est que sur un axe qui est un axe répressif, qui aujourd'hui fait fi de toutes les difficultés de notre système judiciaire et pénal, du manque de moyens de notre justice pénale. On l'a vu, ce débat a été soulevé avec l'affaire Liana. Donc, je pense que nous ne sommes pas au bout de nos surprises s'agissant de cette disposition en particulier. Et à mon avis, à date, donc on est le 24 juillet 2026, rien n'est encore acté. Donc voilà pour ces nouvelles mesures à suivre. S'agissant de la justice des mineurs, n'hésitez pas à me faire savoir ce que vous en pensez, quelle est votre opinion à ce sujet. Vous pouvez suivre la chaîne YouTube Laura en droit pour découvrir un petit peu l'actualité juridique et surtout découvrir l'actualité juridique autrement. Just like the stars, we were made to shine our rays, all connected, we're a constellation like the Milky Way. One day, it'll only be we, no more they.